Bonjour tout le monde. Donc, on a terminé le cours de chimie en solution aqueuse. Donc maintenant, je reviens vers vous pour continuer les travaux dirigés. Je crois que pour les séries 1 et 2 ont été faites en présentiel. Donc, on va maintenant essayer de faire ensemble la série 3 des travaux dirigés de chimie des solutions aqueuses. Bien. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Alors, nommer les complexes suivants, effet CO5, effet H2O 5OH 2+, et HgCN4 fois 2-. Bien. Alors, effet CO5, le nom de ce complexe, c'est le pentacarbonyl fer 0. Alors, le CO, c'est le carbonyl, il y en a 5, donc c'est pour ça qu'on dit le pentacarbonyl. Le fer, ici, c'est les degrés d'oxydation 0, donc ce composé, c'est ce qu'on appelle le pentacarbonyl fer 0. Le deuxième complexe, on a ici comme ligand 5 molécules d'eau, c'est un ligand neutre, et on a un seul OH-. OH-, c'est l'hydroxy, et H2O, c'est aqua. Donc, le nom, c'est l'ion. On commence le nom par ion, puisque c'est un complexe qui est chargé, qui a une charge, en fait. Donc, c'est l'ion. Hydroxo, donc, hydroxo penta-aqua, 5 molécules d'eau. Le fer, ici, le fer, il est de degré d'oxydation 3, parce que comme on a une charge négative, donc il faut que le fer soit de degré d'oxydation plus 3 pour avoir une charge de plus sur le complexe. Donc c'est l'ion hydroxo penta-aqua fer 3. Le HgCN4 fois 2-, c'est l'ion tétracyanomercurate 2. Ion parce qu'il est chargé, 2 charges moins. Alors, comme ligand, on a 4 Cn-, donc tétracyano. Mercure, c'est le mercure. Mercurate, puisque c'est un complexe anionique. Donc, tous les complexes anioniques se terminent par ate. Et donc, le degré d'oxydation ici du mercure, donc comme on a 4 charges moins, donc on doit avoir un degré du mercure avec un degré d'oxydation plus 2 pour que le complexe soit chargé avec 2-. Donc, c'est l'ion tétracyanomercurate 2. Deuxième question, donnez les formules, cette fois, des complexes suivants. L'ion dichloro tétra-aqua chrome 3 et l'ion tétrahydroxo di-aqua aluminate 3. Bien, on commence par le premier, l'ion dichloro tétra-aqua chrome 3. Donc ça, c'est le CrCl2 2 fois H2O 4 fois plus. Alors, dichloro, donc ça veut dire qu'on a 2 ligands Cl, 4 ligands H2O, donc le chrome, puisque le degré d'oxydation ici du chrome est plus 3, ça veut dire, comme on a ici 2 Cl-, donc il faut que le chrome soit de degré d'oxydation plus 3 pour qu'il nous reste une charge plus sur le complexe. Bien, l'ion tétrahydroxo di-aqua aluminate 3. Donc là, c'est un complexe chargé négativement, puisqu'il se termine par ate. Donc c'est ALOH 4 fois, H2O 2 fois, moins. Alors, tétrahydroxo, 4 OH-, 2 ligands H2O neutres,
Donc, puisque ici, le degré d'oxydation de l'aluminium, est plus 3, comme on a 4 charges négatives, donc il va rester une charge négative sur le complexe. Donc, c'est ALOH 4 fois, H2O 2 fois, moins. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors, à une solution de FeCl3 10-3 mol par litre, on ajoute 1 mol par litre de sulfocyanure d'ammonium, NH4SCN. On vous dit qu'il se forme le complexe FeSCN de couleur rouge vif et de constante de formation Kf égale à 10 à la puissance 2. Première question. Calculer la concentration de ce complexe en solution. Alors, les données, on a la concentration de FeCl3 10-3 mol par litre, on a la concentration de NH4SCN 1 mol par litre et on a la constante de formation de ce complexe FeSCN2+. Alors, le sel FeCl3 dans l'eau, dissociation totale qui donne Fe3+, plus 3Cl-, et on a le NH4SCN dans l'eau donne NH4+, plus SCN-. Évidemment, le fer Fe3+, va réagir avec le SCN- pour former le complexe FeSCN2+. La constante de formation de ce complexe, c'est produit sur réaction, produit sur réactif, donc la concentration du complexe sur la concentration de Fe3+, fois la concentration de SCN- est égale à 10 à la puissance 2, c'est une donnée de l'exercice. On va poser x, petit x, la concentration de ce complexe. Alors, on va écrire la conservation de la matière pour le fer. Le fer ici, il est sous forme de Fe3+, et sous forme de complexe FeSCN2+. Donc, la conservation, c'est la concentration de Fe3+, plus la concentration du complexe égale à 10 à la puissance moins 3. C'est la concentration du fer qu'on a en solution. Et on va remplacer ici la concentration du complexe par X. Donc, on a X plus la concentration de Fe3+, égale à 10 moins 3. Donc, la concentration de Fe3+, égale 10 moins 3 moins X. Maintenant, on va écrire la conservation de la matière pour le sulfocyanure. SCN- plus le SCN-, il est sous forme de SCN- et du complexe FeSCN2+. Donc, la conservation de la matière en ce qui concerne le SCN-, c'est la concentration de CN- plus la concentration du complexe est égale à 1, puisque la concentration de NH4SCN égale à 1 mol par litre. Et comme c'est un sel qui est totalement dissocié, donc la concentration de SCN-, c'est 1 mol par litre. C'est égal à la concentration de CN- plus X. On remplace toujours la concentration du complexe par X. Et donc, on a la concentration de SCN-, c'est 1 moins X. Bien, on remplace tout ça dans la constante de formation de ce complexe FeSCN2+, c'est la concentration du complexe sur la concentration de Fe3+, fois la concentration de SCN-. On remplace les concentrations par leurs expressions, donc c'est X sur 10 moins 3 moins X, facteur de 1 moins X, et ça, c'est égal à 10 à la puissance 2. Si on développe ça, on obtient une équation de second degré. L'inconnu, c'est petit x, et petit x, c'est la concentration du complexe. Et donc, la résolution de cette équation du second degré nous donne deux valeurs. Pour x, 1,01 et 0,99 10 moins 3. Bien, pratiquement, tout le fer en solution est complexé. Alors, si tout le fer est complexé, ça veut dire que seule la deuxième valeur est acceptable, parce qu'il ne peut pas être supérieur à 1,01 10 à la puissance moins 3. D'accord?
Donc, X donc X égale à la constante égale à 0,99 10 à la puissance moins 3. Bien, question petit b. On ajoute ensuite du NaF. Il se forme un autre complexe incolore. Effet F de plus. On vous donne sa constante de dissociation, 3,210-6. On admet que la coloration rouge disparaît lorsqu'il ne reste dans la solution que 10-6 mol par litre du complexe effet SCN de plus. On vous demande de calculer la masse minimale de NaF qu'il faut ajouter pour faire disparaître cette coloration rouge. On vous dit qu'on néglige la variation du volume de la solution pendant les différentes additions et on vous donne la masse molaire de NaF qui est égale à 42 grammes par mol. Bien, les données, on vous donne donc la constante de dissociation du complexe effet F de plus qui est égale à 3,210-6 et on vous donne, et on a la concentration du complexe effet SCN de plus restante, c'est 10 à la puissance moins 6 mol par litre. Bien. D'après l'énoncé, au moment où la coloration rouge disparaît de la solution, il reste, bien sûr, 10-6 mol par litre de effet SCN de plus, du premier complexe. Alors, NaF, c'est un sel dont l'eau, il donne Na++ F-, et donc F- va réagir avec Fe3+, pour donner le complexe, le deuxième complexe, Fe F de plus. Soit Y, la quantité de NaF qu'il faut ajouter pour avoir 10-6 mol par litre en effet SCN de plus. Conservation de la matière pour le fluor, maintenant. On va écrire ça. Donc Y, c'est la quantité de NaF, est égale, le fluor, il est sous forme de F- et sous forme de complexe Fe F de plus. On a déjà vu la conservation de la matière pour le sulfocyanure. La concentration de SCN-, c'est 1-X, avec évidemment 1-X, avec évidemment X, c'est la concentration du complexe effet SCN de plus, qui est, dans notre cas ici, égal à 10-6 mol par litre. SCN-, c'est égal à 1-X, donc 1-10 à la puissance moins 6, c'est 1 mol par litre. Donc on revient à la constante de formation du premier complexe. La concentration de Kf, c'est la concentration du premier complexe FeSCN de plus sur la concentration de Fe3+, fois la concentration des SCN-. On va sortir la concentration de Fe de plus, donc c'est la concentration du complexe sur Kf fois SCN-. Donc on remplace Fe SCN de plus, donc c'est 10-6, Kf c'est 10 à la puissance 2, et SCN- c'est 1, et on trouve la concentration de Fe3+, 10 à la puissance moins 8. La conservation de la matière pour le fer, maintenant. Alors, le fer, la concentration, c'est 10-3, donc 10-3 égale, le fer, il est sous forme de Fe3+, sous forme de F de plus, et sous forme du premier complexe. Donc, on sort le effet F de plus, c'est égal à 10-3 moins la concentration de Fe3+, moins la concentration de FeSCN2. De plus, on remplace donc Fe3+, par 10-8 qu'on vient de calculer, et la concentration du premier complexe, 10-6, et on trouve à peu près 10-3 en effet F de plus. On vous donne la constante de dissociation du second complexe, 3,2, 10 à la puissance moins 6. Donc la constante de dissociation, c'est la concentration de F- fois la concentration de Fe3+, sur la concentration du complexe, ça c'est égal à 3,2, 10 à la puissance moins 6. La concentration de F-, c'est 3,2, 10 à la puissance moins 6, ici.
fois la concentration de Fe(F2+) divisé par la concentration de Fe3+. Donc on fait le calcul, on trouve 0,32 mol par litre en F-. Donc on revient à la conservation de la matière pour le fluorure, Y, c'est la concentration qu'il faut de NaF pour faire disparaître la coloration, pour faire disparaître le premier complexe, c'est égal à F- plus la concentration de Fe(F2+). Donc Y est égal à 0,321 mol par litre. La masse molaire de NaF, c'est 42 grammes par mol, donc la concentration massique de NaF qu'il faut, c'est la concentration molaire fois la masse molaire, et donc on trouve 13,48 grammes par litre. Donc, il faut donc ajouter 13,48 grammes de NaF par litre de solution pour faire disparaître la coloration rouge du premier complexe FeCN2+. Deuxième question. Dans une solution d'hexacyanoferrate de potassium, la concentration en ion Cn- libre est égale à 6,710-6 mol par litre. On vous demande de calculer la constante de dissociation, 4D, de l'ion complexe dans ce cas. Alors là, l'équation de dissociation du complexe, c'est FeCN Cn 6-4, 6, 4-, FeCN6, 4-, qui donne Fe2+, plus 6Cn-. Constante de dissociation, donc produit sur réactif, concentration de Fe2+, fois Cn- à la puissance 6 sur la concentration du complexe. Calcul des concentrations des différents ions. Donc voilà la réaction de dissociation du complexe. À T égale à 0, on a 1 mol par litre du complexe, on a 0 en Fe2+, 0 en Cn-, et à l'équilibre, on a 1 - X pour le complexe, X pour Fe2+, et 6X pour Cn-. Cn-, la concentration de Cn-, c'est une donnée, c'est 6, 7, 10 à la puissance moins 6, donc c'est 6X. Ça nous permet de calculer le X égale à 1,117 10 à la puissance moins 6 mol par litre. La concentration de Fe2+, c'est X, donc c'est 1,117 10 à la puissance moins 6 mol. Donc il nous reste la concentration évidemment du complexe, c'est 1 - X. Alors on voit que le X est très négligeable devant 1 dans la concentration du complexe. Cn6, 4-, est pratiquement égal à 1 mol par litre. Donc on remplace tout ça de dissociation. On trouve 10 à la puissance moins 37 et on peut calculer Kf, c'est l'inverse de Kd, c'est 10 à la puissance plus 37. On voit bien que ce complexe FeCN6 fois 4-, que ce complexe-là est très stable, vu la valeur importante de la constante de formation de ce complexe. On passe à l'exercice 3 maintenant. Première question, déterminer la solubilité en mol par litre et en grammes par litre des composés suivants. Premier composé, c'est CaCO3 avec un Ks de 8,7 10 à la puissance moins 9, CuH 2 fois Ks égale à 5,6 10 à la puissance moins 20. On vous donne les masses molaires des deux composés solides, CaCO3 100,1 g par mol et CuH 2 fois 97,5 g par mol. Bien. CaCO3, la dissociation de CaCO3 dans l'eau donne Ca2+, plus CO3 2-. C'est un complexe de type XY, donc Ks égale à S au carré, donc on peut calculer le S, c'est la racine carrée de Ks, c'est 9,327 10 à la puissance moins 5 mol par litre. On multiplie tout simplement par la masse molaire de ce composé et on a la solubilité en grammes par litre. 9,337 10 à la puissance moins 3 grammes par litre. Le second complexe, CuH 2 fois donne Cu2+, plus 2OH-, c'est un composé de type XY2. On a vu en cours que le Ks c'est 4S au cube, donc S c'est la racine cubique de Ks sur 4, on trouve 2,41 10-7 mol par litre, on multiplie tout simplement par la masse molaire de CuH 2 fois et on obtient la solubilité
en grammes par litre, qui est égal à 2,35 10 à la puissance moins 5. Deuxième question. De ces deux hydroxydes, ZnOH 2 fois et AlOH 3 fois, quel est le plus soluble dans l'eau? On vous donne les Ks des deux hydroxydes. Bien. Le ZnOH 2 fois donne Zn2 plus 2OH moins. C'est un composé de type XY2, donc Ks égale 4S au cube. Le second composé AlOH 3 fois qui donne Al3 plus 3OH moins. Donc, dans ce cas, le Ks c'est 27S4. Comme les deux Ks n'ont pas la même expression, donc il est indispensable dans ce cas de calculer et de comparer les solubilités. Alors on va prendre le premier cas, ZnOH 2 fois. On a le Ks c'est 4S au cube, donc on peut calculer le S, c'est la racine cubique de Ks sur 4, c'est, on trouve 1,357 10 à la puissance moins 6 mol par litre. Le second hydroxyde, AlOH 3 fois, S, c'est la racine quatrième de Ks sur 27, et on trouve 1,082 10 à la puissance moins 4 mol par litre. On constate que la solubilité de AlOH 3 fois est supérieure à la solubilité de ZnOH 2 fois. Donc AlOH 3 fois est donc plus soluble que ZnOH 2 fois, parce que c'est lui qui a la solubilité la plus importante. Ensuite, question 3. On vous demande, on vous dit, y aura-t-il précipitation, petit a, si on mélange 100 ml de CaCl2 0,02 mol par litre avec 100 ml de Na2SO4 4,10-4 mol par litre. Bien. Alors pour les données, on vous donne les Ks de CaSO4 et de PbSO4, de 10-5 et de 10-8. Donc on va d'abord répondre à la question petite. Pour savoir s'il y a précipitation, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit calculer le quotient réactionnel Qs à l'instant du mélange et on le compare avec Ks. Allons-y. On prend le premier cas, le cas de CaSO4, qui donne Ca2 plus SO4 de moins. On détermine la concentration de Ca2 plus. C'est 0,02 fois 100 divisé par 200. Donc le volume total de la solution, c'est 200. C'est le nombre de moles sur le volume total de la solution, et on trouve Ca2 plus égale à 0,01 mol par litre. Maintenant, on calcule la concentration de SO4 de moins. C'est 4,10-4 fois 100, toujours divisé par 200, puisque c'est le volume du mélange, c'est 2,10-4. On a maintenant les deux concentrations, donc on peut calculer le quotient réactionnel. C'est la concentration de Ca2 plus fois SO4 de moins, on trouve 10-6, 2,10-6, pardon, et on voit que ce quotient réactionnel est inférieur à Ks de CaSO4 qui est égal à 2,10-5. Donc, on peut conclure qu'il n'y a pas de précipité et la solution n'est pas saturée en sulfate de calcium dans ce cas. Alors, pour la question petit b, on vous demande la même chose. Y aura-t-il précipitation si on mélange 250 ml d'une solution de PbNO3 deux fois de concentration 1,6-10-3 mol par litre avec 750 ml d'une solution de Na2SO4 2,4-10-3 mol par litre. Alors, j'attire votre attention sur le volume total de la solution. C'est 250 plus 750, c'est 1000 ml, c'est 1 litre. Alors, la même chose, on va faire pareil. On va d'abord calculer la concentration de Pb de plus dans ce mélange. C'est 1,6-10-3 fois 250 sur le volume total qui est égal à 1000. On trouve 4,10-4 mol par litre. La concentration de SO4 de moins, on trouve 1,8-10-3. Donc, le quotient réactionnel, c'est 7,2-10-7 dans ce cas. Et on constate qu'il est supérieur à Ks de PbSO4 qui est égal à 2,10-8. Donc, conclusion, il y a formation du précipité de sulfate de plomb dans ce cas. On passe à la question 4 maintenant. C'est une question indépendante.
on ajoute une solution de nitrate d'argent, AgNO3, concentrée, goutte à goutte, à une solution aqueuse dont les concentrations, en Cl- est égale à 0,1 mol par litre, et la concentration en ion Br- est de 10-4 mol par litre. Alors, évidemment, AgNO3 donne Ag++ plus NO3-, donc le Ag+, réagit avec Cl- pour former AgCl, et réagit avec Br- pour former ABr. La question, quel est celui qu'il est des deux, de AgCl et de AgBr, quel est celui qui précipitera en premier? On vous donne les Ks des deux composés AgCl et AgBr. On doit donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit comparer, dans ce cas, la concentration en ion Ag+, pour les deux sels en fonction des Ks respectifs. Allons-y. Pour AgCl, le produit de solubilité de AgCl, c'est la concentration de Ag+ fois Cl-. On peut sortir la concentration de Ag+, on peut la calculer. C'est le Ks sur la concentration de Cl-. On a le Ks, on a la concentration de Cl-, donc on trouve Ag+ égale 1,6-10-9 mol par litre. Pour AgBr, on fait la même chose. Ks, c'est Ag++ plus Br-, donc Ag+, c'est Ks sur Br-. Tout calcul fait, on trouve 7,7 10 à la puissance moins 9 mol par litre. La concentration, donc on constate que la concentration maximale possible pour Ag+, est plus petite pour AgCl. C'est donc AgCl qui va précipiter en premier. Cinquième question. Calculer le pH de précipitation de l'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois, dans une solution 0,01 mol par litre en sulfate de cuivre. Les données, on vous donne le produit de solubilité de CuOH 2 fois, qui est égal à 3,16 10 à la puissance moins 19. Bien. Réaction de précipitation de cet hydroxyde, Cu2 plus 2OH- aqueux donne CuOH 2 fois solide. Le Ks, c'est la concentration, c'est un composé de type XY2, c'est la concentration de Cu2 fois OH- au carré. On sort le OH- au carré, c'est Ks sur Cu2. On remplace la concentration de OH- par Ke sur H3O+, parce qu'on sait que OH- fois H3O+, c'est le produit ionique, c'est Ke, c'est 10 à la puissance moins 14. On remplace donc OH- par son expression Ke sur H3O+, et on a Ke au carré sur H3O+ au carré égale à Ks sur la concentration de Cu2+. Donc, la concentration de H3O+, c'est Ke fois la racine carrée de Cu2+ sur Ks. Donc, on peut faire l'application numérique, on remplace Ke par 10-14, on remplace la concentration de Cu2+ par sa valeur, qui est égale à 0,01 mol par litre, et on a la valeur du Ks qui est égale à 3,16 10 à la puissance moins 19. Donc, tout calcul fait, on trouve la concentration de H3O+ égale à 1,78 10-6 mol par litre. Puisqu'on a la concentration de H3O+, il suffit tout simplement de faire pH égale à moins log de H3O+, et on trouve un pH de 5,75. Et c'est le pH de précipitation de ce composé CuOH 2 fois. Alors, maintenant, on va terminer avec l'exercice 4. Alors, on vous dit qu'à la température de 20 degrés C, le produit de solubilité de l'oxalate de calcium, CaC2O4, dans l'eau, c'est Ks égale à 3,610 à la puissance moins 9. À l'équilibre de solubilité, on vous demande de calculer les concentrations en ion Ca2+, et C2O4 Bien. La dissociation de ce composé solide donne Ca2+, plus C2O4 L'ion oxalate, c'est le C2O4 À T égale à 0, on a un excès de ce composé solide CaC2O4, qui est l'oxalate de calcium. 0 en Ca2+, 0 en C2O4 Et à l'équilibre, on a excès moins S, donc on a S en Ca2+, et petit s en C2O4 Donc, Ks, c'est la concentration de Ca2+, fois la concentration de C2
au 4 de moins, c'est un composé de type XY, donc c'est égal à S au carré. Et S, c'est la racine cubique, c'est la racine carrée, pardon, de KS, c'est 6 à la puissance 6, 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Donc la concentration de Ca2+ égale à la concentration, dans ce cas, de C2O4 de moins, de l'ion oxalate, est égale à petit s égale à 6, 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Deuxième question. On agite dans un flacon de l'oxalate de calcium en excès et de l'oxalate de sodium de concentration 10-2 mol par litre. On vous demande de calculer à l'équilibre la concentration en ion Ca2+ dans la solution. Ça veut dire ici qu'on a un ion en commun. L'ion commun dans ce cas, c'est le C2O4 de moins, parce que l'oxalate de calcium, c'est CaC2O4, et l'oxalate de sodium, c'est l'oxalate de sodium, c'est le NaC2O4. Donc l'ion en commun, c'est l'ion C2O4. 2-, bien sûr. Alors, on vous demande, ça veut dire, on a vu au niveau de la première question, que la solubilité de petit s, c'est la concentration de Ca2+. On vous demande, dans ce cas, lorsqu'on a un ion en commun, de calculer la nouvelle solubilité qu'on va noter S'. Alors, le nouveau bilan dans ce cas est le suivant. Donc, on a CaC2O4 solide qui donne Ca2+ plus C2O4 de moins. Cette fois, à T égale à 0, on a un excès. On a 0 en Ca2+, et on a, évidemment, on n'a plus 0 en C2O4 de moins, on a 10-2 mol par litre de C2O4 de moins. À l'équilibre, on a S' en Ca2+, et on a S' plus 10-2 en C2O4 de moins. Ce qu'on vous demande de... Pardon. Voilà. Alors, KS. KS, c'est S' fois 10 à la puissance moins 2 plus S'. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer S'. Donc, on a déjà vu en cours que S', lorsqu'il s'agit de l'effet d'ion commun, on a une diminution de la solubilité. Donc, S' inférieur à S, c'est ce qu'on appelle la loi de modération des équilibres. S, on a fait le calcul de S. Dans l'eau pure, l'oxalate de calcium dans l'eau pure, donc sa solubilité, c'est 6-10-5 mol par litre. 6-10-5, c'est très inférieur à 10-2, et comme S' inférieur à S, S' inférieur à S, donc on peut négliger S' devant 10-2, et on aurait simplifié l'expression de KS. KS, au lieu de S' 10-2 plus S', on a S' fois 10-2, donc là, ça devient plus simple. S', c'est KS sur 10-2. On fait le calcul, on trouve 3, 6, 10 à la puissance moins 7 mol par litre. On constate, par rapport à 6, 10, moins 5, que la solubilité diminue, donc S' est inférieur à S. Troisième question. Un malade souffre de calculs rénaux, précipitation d'oxalate de calcium, de masse 1 g. Quel est le volume d'eau nécessaire pour dissoudre le calcul? On vous donne les masses molaires de Ca, C et de l'oxygène. Allons-y. La masse du calcul, la masse de CaC2O4, c'est 1 g. La masse molaire, si on fait le calcul, c'est 128 g par mol. On peut calculer le nombre de moles de CaC2O4, c'est 7, 8, 10, moins 3 mol. Donc, on va faire tout simplement une règle de 3. 6, 10 à la puissance, on a 6, 10 à la puissance moins 5, pour 1 litre. Ça, on a calculé la solubilité dans l'eau pure. Dans l'eau, la solubilité, c'est la quantité maximale qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Donc, on a 6, 10, moins 5 mol pour 1 litre. Donc, on va essayer de trouver le volume V de l'eau qu'il faut pour dissoudre 7, 8, 10 à la puissance moins 3 mol de l'oxalate de calcium. Donc, V, évidemment, V, c'est 7
on fait une application numérique, fois 1 divisé par 6 10 à la puissance moins 5, on trouve 130 litres. Donc, vous voyez que pour dissoudre 1 gramme de ce calcul, en oxalate de calcium, il faut 130 litres d'eau. Voilà, donc on a terminé cette série 3, les travaux dirigés de chimie en solution. Donc, j'attends vos questions si vous en avez. Vous pouvez me contacter. Sinon, on essaiera de continuer la semaine prochaine avec la série 4. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.